Que c'est beau et reposant. Bonjour Florent. Bonjour Eric. On va parler aujourd'hui de la politique économique de Donald Trump et on va se demander si elle est réellement bienfaisante pour le peuple américain. C'est une réussite évidemment, puisqu'on se souvient que lors de son je dis toujours intronisation, le mot est mal choisi, lors de son arrivée au pouvoir, notamment lors de la fameuse cérémonie de prestation de serment du 20 janvier 2025, Donald Trump avait dit voilà le nouvel âge d'or de l'Amérique. Ça commence aujourd'hui. Il avait dit ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce que devient cet âge d'or de l'Amérique? Est-ce que l'Amérique connaît vraiment son âge d'or grâce à la politique économique de Donald Trump? Il avait dit aussi qu'il résoudrait le conflit ukrainien en 24 heures. C'est un petit peu du même tonneau. Et on voit où on en est presque 12 mois plus tard, 11 mois. Bon. C'est le côté marseillais de Donald Trump. Ça doit être ça. Je ne sais pas s'il saurait placer Marseille sur une carte, mais en tout cas, c'est son côté marseillais. Écoute, pour remettre un peu en perspective, j'ai envie de rappeler deux choses. La première, c'est qu'en réalité, depuis 2018, alors bien sûr, je viens de citer le conflit russo-ukrainien, ça a été effectivement le début de la fin de négocier notamment le pétrole en dollars américains. Donc ça a commencé en réalité à poser des problèmes. On a pensé que ça poserait d'abord des problèmes aux vendeurs de pétrole, à la Russie en particulier, mais en réalité, la Russie ne s'adapte jamais mieux que sous la contrainte. Et puis, sans remonter à 2014, aux premières sanctions, entre les deux, en 2018, c'était la première mise en place à Shanghai, parce qu'il va falloir parler de la Chine en réalité quand on va parler de la politique de Trump, d'un marché à terme du pétrole payable dans la monnaie chinoise, payable pour la première fois en yuan. Alors, il me paraît qu'il vaut mieux dire en renminbi, parce que yuan, ça veut dire monnaie, donc en renminbi. Et donc, en fait, la réalité, c'est que comme les États-Unis sont un pays extrêmement endetté, avec à peu près un quart de leur dette publique qui est détenue par des créanciers étrangers, en fait, il y a des milliards, on estime qu'il y a 6 000 milliards de dollars, on ne se représente pas ce que ça fait, mais deux fois la dette de la France, la dette publique de la France, il y a 6 000 milliards de dollars qui sont en réalité en dehors des États-Unis, et que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, pour faire MAGA, pour faire Make America Great Again, voudraient pour partie rapatrier sur le sol américain. Et donc, on rappelle à nos auditeurs que une des baguettes magiques du Trumpisme annoncé au mois de janvier, c'était les tarifs douaniers. Donc, c'était que beaucoup de Français, beaucoup de souverainistes en France ont cru dur comme fer. C'est hop, baguette magique, oui. C'est réglé. Voilà. On réindustrialise, on protège, voilà. Voilà. Et en réalité, ce qu'on observe, on avait commencé à le dire dans une émission il y a 15 jours sur l'euro et le dollar. En réalité, on avait déjà à l'époque dit que pour l'instant, on n'observait pas de tension inflationniste. Et donc là, il y a un certain nombre de chiffres qui sont tombés, deux en particulier. Un premier, c'est l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle dans le langage courant, même si c'est un abus de langage, l'inflation. En réalité, c'est la manifestation sur l'indice des prix à la consommation de l'inflation, qui, on le rappelle, est d'abord un phénomène d'impression monétaire, d'augmentation de la masse monétaire. Donc, on a un IPC, un indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui, quasiment sur l'année 2025, en réalité, c'est en glissement annuel, donc c'est de novembre 24 à novembre 25, est à 2,7%. Alors, 2,7%, comme pour la BCE, la Fed a un mandat à 2%, donc on est au-dessus de l'objectif, de la cible, mais enfin, on s'attendait à 2,7 ou 3%, et en réalité, en fait, on a un indice des prix à la consommation qui est conforme aux attentes. C'est pour ça que ça ne déstabilise pas les marchés. Les marchés vivent toujours dans le futur. En fait, si on avait eu autre chose que ce qui était attendu, là, ils auraient réagi, même si on est au-dessus de l'objectif de 2%. Donc là-dessus, on avait déjà expliqué qu'il n'y avait pas de tension inflationniste. On avait même déjà commencé à expliquer, on renvoie nos auditeurs à l'émission qu'on a tournée il y a 15 jours, on avait expliqué qu'il y avait deux explications à ça, une un peu conjoncturelle et l'autre structurelle. La première explication, c'est l'effet stockage préélectoraux, puisqu'évidemment, Donald Trump ayant fait campagne sur un protectionnisme tarifaire, les industriels, les importateurs américains
je ne te voyais plus l'espace d'un instant. Les importateurs américains, eh bien, comment dirais-je, eh bien, ont anticipé et donc ils ont beaucoup stocké. Et donc, forcément, ils sont en train d'écouler les stocks colossaux qu'ils ont constitués avant avril, donc la mise en place effective des droits de douane. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'observe pas d'effet inflationniste. Et puis, l'autre élément plus structurel, c'est, on rappelle que les États-Unis, j'ai parlé du déficit public tout à l'heure, mais le déficit courant, donc la balance commerciale, le fait que les États-Unis importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, ça, c'est un très gros déficit aussi, un peu plus petit que le déficit public, mais qui est à peu près de 1200 ou 1300 milliards de dollars. Et ça a un effet, je l'avais expliqué il y a 15 jours, un effet soupape de sécurité, puisqu'en fait, ça correspond pour les Américains, ces importations de produits à bas coût, à bas prix sur le marché américain, ben, ça correspond évidemment à du pouvoir d'achat et ça permet, on a beaucoup critiqué Shine en France, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'arrivée de produits, on pourra parler des secteurs tout à l'heure, mais c'est l'arrivée de produits étrangers moins chers pour les Américains et ça joue un rôle de soupape de sécurité que nous n'avons pas en zone euro, puisque nous, on a le prisme déformant de la France qui est déficitaire au plan commercial, mais en réalité, la zone euro, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, avec l'Italie notamment, est très excédentaire, pas dans les mêmes proportions, mais très excédentaire. Et donc, on n'a pas cette soupape de sécurité. Et ça, c'est ce qu'on avait un petit peu, c'est le résumé des épisodes précédents. Et la nouveauté qu'on a eue, je fais un long tunnel, mais la nouveauté qu'on a eue au plan statistique, c'est qu'on a un autre indicateur qui montre que nous n'avons pas de hausse, d'inflation des prix à l'importation. L'IPI, l'indice des prix à l'importation, est également globalement stable. Ça ne veut pas dire, parce que comme disait Milton Friedman, en économie, there is no free lunch, donc il n'y a rien de gratuit, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coûts. Automatiquement, les coûts de la politique économique de Donald Trump sont payés, on va voir par qui, mais en tout cas, dans la statistique, effectivement, ils n'apparaissent pas. Alors déjà, commentons un peu la statistique. Donc on a des statistiques stables. En réalité, comme souvent, c'est une moyenne, donc ça masque des secteurs où les prix montent, les secteurs des prix à l'importation, enfin le prix à l'importation dans certains secteurs augmente et dans d'autres, il diminue. Ça ne veut pas dire que dans tous les secteurs, il n'y a pas d'augmentation. Les secteurs où la hausse des prix est assez marquée c'est facile, c'est le secteur primaire. Produits agricoles transformés, chocolat, confiserie, etc., ce sont des produits d'importation. Et puis, dans le secteur primaire, tout ce qui est lié évidemment aussi aux mines et notamment aux métaux. Et en particulier, en fait, c'est la hausse de l'or qui a joué un rôle inflationniste sur ce compartiment primaire à l'importation. Alors en réalité, ça ne représente pas grand-chose en pourcentage dans les importations américaines. C'est pour ça aussi que ça monte. Mes premières remarques, ça ne représente pas grand-chose en poids. Et deuxième remarque, même la hausse est inférieure aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump dans l'alimentaire, donc chocolat, confiserie, et dans les métaux industriels. Donc ça, ce sont les secteurs où ça augmente. Les secteurs où ça diminue, là, il va falloir commenter parce qu'on met des droits de douane et à la sortie, on a des prix qui diminuent. On a des baisses de prix sur en fait quelque chose comme 40 ou 50% des importations américaines, la chimie, la pharmacie, l'électronique notamment et l'informatique. Là, on a des baisses de prix. Et donc, ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas de tension sur l'indice des prix à la consommation et qu'on n'a pas non plus de tension sur l'indice des prix à la production, oui, à l'importation en moyenne, eh bien, on est à peu près sûr que la Fed va à nouveau baisser les taux au mois de décembre. D'ailleurs, quand on regarde le consensus, il est passé de un pourcentage, une probabilité de baisse des taux au mois de décembre de 30% à 90%. Donc, il va y avoir une nouvelle baisse des taux, ce qui va d'ailleurs contenter Donald Trump et faire baisser à nouveau le dollar. Ça, c'est pour les faits. Tu peux peut-être déjà réagir sur les faits. Puis après, il y a les raisons. Pourquoi? Par quelle magie? Donc, la magie, elle n'est pas dans le protectionnisme réindustrialise les États-Unis. La magie à expliquer, elle est dans Donald Trump met des tarifs douaniers parfois très forts, notamment sur la Chine, et à la sortie, les prix n'augmentent pas, voire ils baissent. Alors, comment on explique ça Et bien, en fait, ça, c'est les pays s'adaptent étonnamment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toujours un coût à payer en économie. Et là, eh bien, effectivement, il y a des acteurs, des pays. On va voir comment et par quelle stratégie adaptative, comme on dit, les pays s'adaptent. Il y a essentiellement
trois moyens. Le troisième moyen est ensuite l'Union européenne, c'est-à-dire on subit. Mais parlons des pays qui ont décidé de riposter et d'agir. Le premier, c'est la dévaluation ou la dépréciation. On va prendre deux exemples, la Chine et le Japon. Mais on va dire, pour bien faire comprendre, la dévaluation compétitive, plus ou moins directe. Si elle est directe comme la Chine, c'est une vraie dévaluation, même si la Chine dit que ce n'est pas une dévaluation. Et puis comme le Japon, pour le Japon, ce n'est pas du tout une dévaluation, c'est une dépréciation par des mécanismes un peu différents. L'idée, c'est facile à comprendre, c'est d'arriver à une dépréciation ou à une dévaluation de leur monnaie vis-à-vis du dollar. C'est-à-dire que les produits chinois ou japonais qui partent à l'exportation vers les États-Unis, ils sont frappés de droits de douane. 10, 20, 30, jusqu'à en moyenne 37% pour les produits chinois. Et bien, si mécaniquement, si symétriquement, on fait baisser le renminbi d'un côté ou le yen face au dollar, eh bien, on peut compenser partiellement ou totalement la hausse des prix. On a dit dans une précédente émission que l'euro, par exemple, s'est apprécié de 10-12% vis-à-vis du dollar et que, comme on n'a ni les moyens ni les intentions de d'évaluer ou de déprécier, même si c'est quand même ce qu'a demandé l'Italie, on s'en souvient, à la Banque Centrale Européenne, et pour les mêmes raisons, et ben en fait, on prend de plein fouet cette appréciation, plus les droits de douane. Mais si on avait, je ne fais pas un appel à la dévaluation, mais je dis que les Chinois et les Japonais qui ont dévalué ou déprécié leur monnaie dans une proportion à peu près équivalente aux droits de douane qu'ils subissent désormais, eh bien, ça leur a permis de compenser partiellement cette politique de Trump. Alors là, les chiffres, c'est que en moyenne, le prix des importations de produits chinois sur le sol américain a baissé de 3%. J'ai bien dit baissé de 3%, alors que les Chinois, je viens de le dire, ils subissent des droits de douane de l'ordre de 37-40%, 37% en moyenne hein, de tarifs douaniers. Donc là, l'explication très concrète, c'est tout simplement l'arrimage souple, comme dit Pékin, l'arrimage du renminbi sur le dollar. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de flotter le renminbi vis-à-vis du dollar, eh bien, au lieu de flotter, la Banque populaire de Chine, tous les matins, fixe une parité. En fait, elle la fixe sur le dollar. Et ensuite, dans la journée, le renminbi ne peut fluctuer que de quelques points de pourcentage, 2% à la hausse ou à la baisse. Donc, en réalité, on a bien une indexation hein, du renminbi sur le dollar. Et donc, quand le dollar baisse, il y a beau y avoir des droits de douane, le renminbi baisse et ça permet tout simplement de garder une forte compétitivité des produits chinois sur le marché américain. Ça veut quand même dire que dans la tête d'un Chinois, garder les parts de marché sur le sol américain est plus important que tout. Ça, c'est un premier point. Concrètement, comment elle fait pour, si par exemple elle s'aperçoit que le yuan s'apprécie trop vis-à-vis du dollar, eh bien elle va tout simplement acheter des dollars, vendre des yuans. Alors, effectivement, quand on sait que la Chine détient beaucoup déjà de bons du trésor américain, ça ne fait pas ses affaires d'avoir à acheter du dollar. Néanmoins, elle le fait pour pouvoir maintenir le niveau d'emploi. La demande en Chine est compliquée, elle est atone, la consommation est atone. Il y a des surcapacités industrielles importantes en Chine qu'elle est un peu obligée quand même d'écouler. Et puis, après, elle a plein de moyens d'écouler les dollars. Hein. On sait par exemple qu'elle se met à faire des prêts en dollars américains. Alors, ça passe par le dollar de Hong Kong, mais à l'Arabie Saoudite. Hein. Donc, parce qu'elle écoule comme ça ses excédents de liquidités de bons du trésor en dollars. Ça, c'est bon, mais effectivement, on peut penser qu'un certain nombre d'entreprises, au fond, étrangères, ont pris sur elles d'absorber dans leur marge, comme on dit, donc de réduire leur marge, le coût de la surtaxe imposée par les tarifs douaniers. Cela dit, comme tu le dis, une des techniques pour arrondir l'effet, c'est de baisser la valeur de la monnaie, ce qu'on appelle la guerre des monnaies. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Union européenne, puisque je vois bien des gens dire « Ah, bah donc on n'a qu'à dévaluer, on a déjà fait une émission sur la dévaluation, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des épargnants européens qu'on dévalue l'euro ?» Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que la politique de Trump, elle pénalise, elle passe par une dévaluation du dollar, on l'a dit, et elle amène les Européens eux-mêmes à faire une dévaluation. Est-ce que c'est dans notre intérêt, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'épargnant de dévaluer l'euro? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'économie mondiale de vivre une guerre des monnaies? Je vais te répondre en regardant ce que fait le Japon, et puis après on essaiera de transposer à l'UE, parce qu'il y a quand même une grande différence entre
la façon dont les Japonais gèrent leur dette, qui est colossale, et la nôtre. Le Japon, lui, ce qu'il fait, c'est… Alors, pour le coup, le yen flotte vis-à-vis du dollar, et on n'est pas évidemment sur le même fonctionnement avec la Banque du Japon qu'avec la Banque populaire de Chine. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est une dépréciation par divergence de taux. Donc, en fait, ils font, c'est ce qu'on a dit que l'Italie réclamait à la Banque centrale européenne, c'est pour garantir ou pour obtenir une décote artificielle du yen, eh bien, la Banque centrale japonaise baisse les taux. Voilà. Comme en plus l'État japonais est très endetté, ça fait évidemment ses affaires. Alors, il y a eu une petite tentative de les remonter, mais la nouvelle Premier ministre a clairement montré la direction. Et elle a dit non, non, nous on reprend les Abenomics et puis on baisse les taux. Donc on redit, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, que baisser les taux directeurs de la Banque centrale, on parle souvent de taux d'intérêt, en réalité c'est les taux directeurs, et baisser les taux directeurs, ça fait baisser la valeur de la monnaie. Tout à fait. En principe. C'est-à-dire c'est pour ça que le yen est beaucoup utilisé pour emprunter en yen et ensuite avoir des positions en dollars, ce qu'on appelle le carry trade. Et il y a eu une petite crise en août 2024 là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une petite page de publicité au passage pour nos dossiers, nos portefeuilles Brown. Nous avons du yen dans un des portefeuilles parce qu'on a un yen très décoté du fait de cette politique. On pourrait avoir du renminbi aussi, sauf que le renminbi, il est difficile. En fait, il y a un renminbi pour les Chinois et puis un renminbi offshore, donc c'est très compliqué. En revanche, du yen, on peut tout à fait en acquérir. Et comme il est très décoté et qu'il va tôt ou tard revenir à la parité de pouvoir d'achat, on ne sait pas quand, on a un peu de patrimoine à protéger en yen. J'en profite pour dire que donc l'offre exceptionnelle pour tout abonnement annuel souscrit nouveau, nous envoyons gratuitement ton excellent guide sur la Brown Strategy qui permet qui est une alternative à la Barbell Strategy. J'en profite pour dire, donc, tous les dimanches, nous faisons des dossiers épargne dimanche. Tu as rappelé très utilement dimanche que notre Barbell Strategy en un mois avait rapporté 2,4%, ce qui n'est pas rien comme taux de rendement en un mois. Autant que des bons fonds euros en un an. Et donc, consultez ces dossiers que nous envoyons, consultez ces stratégies, parce qu'elles peuvent vous rapporter de l'argent, même dans des temps difficiles. Et donc, le dossier Brown Strategy que tu as rédigé sera envoyé gratuitement. Ne le manquez pas, c'est très important. C'est une alternative à la Barbell Strategy, mais une alternative prudente. Et nous prolongeons jusqu'à demain matin, mercredi 3 décembre, à 10h, l'offre que nous faisions. Donc, pour tout abonnement annuel souscrit, vous pouvez bénéficier du dossier gratuit de Machabert, de Florent Machabert, qu'on vous enverra par mail. Donc, ne le manquez surtout pas. Je reviens quand même au sujet de fond parce que je trouve que je sais que tu es trumpiste, tu arrondis la réalité, tu l'arranges pour nourrir le biais de confirmation d'un certain nombre de nos auditeurs, d'ailleurs, ou lecteurs. Mais quand même, quand tu parles d'inflation à 2,8% aux États-Unis, 2,7, 2,8. D'abord, on rappelle que c'est un indice, comme tu l'as dit toi-même, par exemple, un certain nombre de biens agricoles, alimentaires, voient leur prix augmenter plus que la moyenne de l'inflation. On rappellera aussi qu'un certain nombre de Français pestent régulièrement contre l'indice des prix en France qui, selon eux, à juste titre souvent, dissimule la réalité de la hausse des prix parce que la façon dont il est calculé peut être très contestable. Mais comme tu l'as souligné d'ailleurs, le mandat de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, c'est 2% d'inflation et le marché de l'emploi. Il a stimulé le marché de l'emploi. Le mandat de la BCE, ce n'est que 2% d'inflation. Avec 2,7, 2,8, on est quand même au-dessus de 2%. On peut imaginer, c'est comme la température, il y a la température affichée, puis la température ressentie au sol quand il y a du vent. On peut imaginer qu'avec 2,7% d'inflation aux États-Unis, 2,7, 2,8, en réalité, il y a des prix qui augmentent beaucoup plus que ça. Peu de Français accepteraient qu'on revienne, en tout cas sans grogner, à une inflation affichée de 2,7%, 2,8%. On a vu quand on est passé à 4,5%, commence à hurler dans les chaumières. Maintenant, on est retombé à une situation beaucoup plus
beaucoup plus stable. Donc, il faut quand même dire que 2,7% d'inflation, sur le fond, c'est un mauvais résultat. C'est-à-dire que Trump avait dit la vie va devenir merveilleuse. En réalité, les prix augmentent plus vite qu'ils ne devraient aux États-Unis. Donc là, j'entends bien la pirouette que tu nous fais en nous expliquant que finalement, les prix baissent, que c'est génial, tout Non, va bien. mais d'ailleurs, L'inflation ne repart pas. Ben, elle ne repart pas par rapport à l'époque où Biden, il faut le redire, Biden avait envoyé des chèques de, je crois que c'était 2 ou 3 000 dollars à chaque Américain, à 80% des Américains, donc enfants compris. Donc il y avait des gens qui se retrouvaient, quand ils avaient 2 enfants, ils avaient 11 000 dollars et donc évidemment ils tombé du ciel. surconsommés. Voilà. Mm. Donc par rapport à cette époque démente, on rappellera d'ailleurs que c'est le camarade Klaus Schwab, patron du World Economic Forum, qui avait conseillé cette politique de relance de la consommation par l'hélicoptère money à Joe Biden, que Macron a fait en partie avec son quoi qu'il en coûte. Mais donc, par rapport à cette époque démente, c'est sûr que l'inflation est moins élevée. Mais enfin, par rapport au mandat de la Fed, l'inflation est supérieure à ce qu'elle devrait. Et c'est quand même douloureux pour les consommateurs, même si on explique, c'est quand même mieux que si c'était pire, c'est quand même moins bien que si c'était mieux. Oui, mais d'ailleurs, ma conclusion, c'est qu'à mon avis, Trump échoue parce qu'il se trompe de déficit. Il avait prétendu lutter avec Elon Musk contre le déficit public. On a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk. Il a renoncé à lutter contre le déficit public. Et puis, pour le coup, il pense s'être attaqué avec une politique protectionniste au déficit courant. Mais en réalité, on a bien compris que c'est ce déficit courant qui, puisque la balance des paiements doit être équilibrée, qui fait affluer des capitaux sur le sol américain. C'est ce déficit courant qui permet aux Américains d'acheter bon marché un certain nombre de produits. Et d'ailleurs, les Chinois et les autres exportateurs continuent d'alimenter le secteur américain en faisant, eux, les efforts sur leur marge, sur le dos des Européens, j'en dirais un mot, pour pouvoir continuer ça. Et en réalité, si Donald Trump avait réellement mis fin au déficit courant des États-Unis, ben, l'inflation, elle aurait explosé immédiatement. Parce que l'arrivée de biens étrangers bon marché sur le sol américain aurait été coupée net. Donc, à mon avis, je pense qu'au lieu de s'attaquer au déficit commercial, qui n'est pas toujours une mauvaise nouvelle pour un pays, bah, c'est le déficit courant et c'est toujours la même chose. Les réformes de structure qui auraient dû être privilégiées. Quelle réforme de structure tu as en tête? Les mêmes qu'en France, couper. On a vu qu'Elon Musk, en peu de temps, il a essayé d'élaguer l'USAID et puis un certain nombre d'agences fédérales, etc. Et on a les mêmes, un certain nombre alors effectivement, tout ce qui relève du code du travail est beaucoup plus souple aux États-Unis, il y a moins de réglementation, mais enfin, on a quand même un capitalisme de connivence et proximité, y compris évidemment dans les équipes Trump, avec Palantir, avec des entreprises comme ça, qui posent problème. Et ce qu'il faut voir, pour reboucler la boucle sur l'Europe quand même, nos interlocuteurs sont européens, c'est que on a parlé de l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, mais il y a eu aussi une appréciation de l'euro vis-à-vis du renminbi, vis-à-vis de la monnaie chinoise. Et ça a permis quoi? Ça a permis d'augmenter la compétitivité prix des Chinois vis-à-vis de l'Europe, donc d'augmenter ses marges. Et c'est grâce à cette augmentation des marges des produits chinois sur le sol européen, vendus aux Européens, sur notre dos, entre guillemets, mais enfin, c'est le business et ils auraient eu tort de ne pas en profiter. C'est cette augmentation des marges chinoises qui a permis de financer une partie de l'effort de marge réalisé par les entreprises chinoises en direction des États-Unis pour ne pas perdre des parts de marché importantes. Donc nous, effectivement, comment on a réagi? Effectivement, un autre élément de la politique Biden, c'était l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire attirer sur le sol américain des délocalisations d'entreprises françaises, notamment allemandes, dans la chimie, BASF, Volkswagen, etc. Donc il y a eu des délocalisations d'entreprises européennes aux États-Unis. Il y a eu des faillites quand même pour la partie européenne. Il y a eu de la soumission aux États-Unis. On se souvient d'achats négociés entre guillemets par von der Leyen en énergie et puis en armement. Et puis on a imposé, par exemple, on n'a imposé aucun droit de douane à la Chine
ce qui explique que la Chine a pu réaliser ce tour de passe-passe et finalement ce calcul où elle dit j'augmente mes ventes vis-à-vis du continent européen, je stabilise les choses vis-à-vis du continent américain, mais à la sortie, effectivement, les milliards de dollars que la politique de Trump devait rapporter en droits de douane, on en est très loin. Concrètement, quand même, ce qu'il faut dire, parce que c'est un sujet en plus qu'on peut traiter pendant des jours et des jours, concrètement, les dindons de la farce, ce sont les Européens. Complètement. Parce que, comme tu le dis très bien, en réalité, les Chinois ont orienté une partie de leur production qui est immense. Ils ont des surcapacités de production. Je pense notamment à l'acier. On parle des difficultés d'ArcelorMittal à Dunkerque, mais c'est très largement lié au fait qu'il y a des surcapacités mondiales de production, notamment en Chine. Et en fait, la Chine a réorienté une partie des produits qu'elle exportait aux États-Unis, parce qu'il faut le dire, les exportations chinoises vers les États-Unis ont beaucoup baissé en volume en quelques mois. La Chine a réorienté ses exportations vers l'Europe, qui, grâce à son euro très fort, ou à cause de son euro très fort, fait que les produits chinois ne valent plus rien, pratiquement rien. Donc, les dindons de cette affaire, c'est l'Europe, qui aujourd'hui est la victime de cette guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde. Et effectivement, nous sommes devant ce dilemme qui est: est-ce qu'on dévalue ou pas? Mais on est tous conscients, je pense, que dévaluer, entrer dans la guerre des monnaies, notamment avec le dollar, ça aura des effets pervers à long terme, douloureux pour l'ensemble de l'économie mondiale, y compris la nôtre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait. En tout cas, c'est la pierre du protectionnisme jetée dans la mare des monnaies qui mène certains acteurs effectivement à avoir des monnaies trop fortes lorsqu'ils ne dévaluent pas. C'est la tentation de la dévaluation ou de la dépréciation par les taux pour d'autres partenaires comme le Japon et la Chine. On voit bien qu'à chaque fois, le protectionnisme a un coût, même si les statistiques laissent penser, lorsqu'on les analyse très vite ou trop vite, que en fait, il n'y a rien de nouveau et qu'on dirait que la politique de Donald Trump ne fait rien. En réalité, si, elle agit et elle fait des victimes. Bon, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain comme d'habitude, et qu'on développe ces questions, parce qu'en plus, on a aujourd'hui cette incertitude, c'est-à-dire l'économie américaine, elle vit sur la bulle spéculative de l'IA. C'est notamment un certain nombre d'économistes avaient dit ça très bien. Au fond, les États-Unis, le développement de l'IA va faire vivre l'économie américaine pendant 20 ans. On pourra parler d'ailleurs de la productivité, de l'écart de productivité qui se creuse en faveur des États-Unis par rapport à l'Europe, qui est probablement lié à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a aujourd'hui des dynamiques à l'œuvre qui sont extrêmement puissantes. Simplement, il y a un risque systémique, c'est que si la bulle IA devait éclater, notamment parce que tout le monde a peur de l'arrivée de ce fameux signe noir où quelqu'un oserait dire que l'IA, ça rapporte moins qu'on ne croit et qu'au fond, tout ça est surévalué, il pourrait y avoir un écroulement généralisé qui serait extrêmement douloureux. Donc, ce que je propose, c'est qu'on en reparle, on reparle de tout ça la semaine prochaine. On n'oublie pas que donc tous les abonnements annuels qui auront lieu jusqu'à mercredi 3 décembre 10h donnent droit au dossier gratuit de Florent. Et puis tous les week-ends, nous faisons cette opération de promotion. Est-ce que tu as déjà une idée des dossiers que tu enverras gratuitement à tous les nouveaux abonnés le week-end prochain? On rappelle qu'on fait chaque fois une opération. Là, on la prolonge jusqu'à mercredi 10h, mais la norme, c'est vendredi 18h. Du vendredi 18h au lundi 10h, les abonnements annuels ouvrent droit à des envois de dossiers gratuits de Machabert. Qu'est-ce que tu as prévu Ça va tourner, les noms exacts, non, mais ça sera autour des matières premières et puis des autres métaux. Il y avait eu un dossier sur l'or dans la précédente livraison. Donc là, il y a d'autres métaux qui ont bien performé et qui sont encore promis à de belles performances. Donc, ça tournera autour des matières premières et métaux blancs. Donc voilà, on n'oublie pas ces opérations. Mes amis, à bientôt et merci beaucoup à toi, Florent. Merci beaucoup.